Et dis Pampan, Ouais. tu me dis pas que tu fais encore une vidéo sur Spider-Man quand même là. Bah, comment ça? Non mais parce que c'est bon, tu fais que des vidéos sur Spider-Man. Ouais, je sais, mais tu sais bien que je suis un grand fan de Spider-Man quand même. Ouais, non mais il faudrait peut-être changer un peu de registre là, tu crois pas? Bon, ok, je parle de ça et après je passe à autre chose. Ouais, mais il serait temps quand même. Allez, c'est parti. Salut la compagnie, c'est Pandart, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment maintenant que j'ai pas sorti de vidéo, je suis en train de me dire, vous l'aurez compris, je vais parler bien sûr de Spider-Man aujourd'hui. Ouais, c'est une autre vidéo encore de Spider-Man pour en rajouter un petit peu, on est plus à ça près sur la chaîne. C'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de vidéos là-dessus, mais du coup je suis tombé sur une info assez dingue et j'avais envie de vous la partager en vidéo. Alors bien sûr j'ai fait quelques recherches et j'avoue que j'étais assez surpris d'apprendre ça. Non mais c'est vrai que j'aime bien Spider-Man, mais je suis pas non plus un fada de Spider-Man. Spider-Bot online. Bon, effectivement, ok, un petit peu, légèrement. Après, en dehors de ça, voilà, je voulais vous parler d'un gros projet Spider-Man qui n'a jamais vu le jour et qui le verra sûrement jamais. Oui, parce qu'effectivement, avant l'adaptation de L'Homme Araignée par Sam Raimi, il était prévu qu'il y ait un film bien avant, réalisé par James Cameron. Alors, je sais pas ce que ça aurait pu donner, mais grâce à mes recherches, parce que bon, Pampan, dès qu'il s'agit de Spider-Man, il est là, j'ai trouvé pas mal de choses sur le film, et notamment la storyboard du film officiel qui aurait pu sortir. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au Spider-Man de James Cameron. Au début des années 90, l'arrivée des super-héros arrive enfin au cinéma, notamment avec les films Superman, même s'ils sont sortis un peu avant il me semble, ou bien surtout à ce moment-là c'était Batman, le film Batman réalisé par Tim Burton. Et voulant concurrencer la Warner, le studio Carolco Pictures achète les droits de Spider-Man au producteur Menahem Golan, à qui on doit notamment des films de toute beauté, notamment Delta Force et aussi Cobra. Mon dieu. Quelle sombre époque. Pour la petite somme de 5 millions de dollars. Comme d'hab, nous ici on parle de petites sommes. Donc à la suite de ce rachat, les producteurs mettent tout de suite le film en chantier et laissent donc carte blanche aux producteurs pour trouver un réalisateur prêt à prendre le projet. Et à ce moment-là, un nom ressort, celui de James Cameron. Puisqu'effectivement, à ce moment-là, Terminator 2 et Alien connaissent un grand succès au cinéma. Hasta la vista, baby. Et du coup, le producteur a décidé de se rapprocher de James Cameron pour réaliser le tout premier film de L'Homme Araignée en 1991 et commence à taffer sur le projet. Sachant qu'auparavant, il y avait déjà eu un script réalisé par Golan, mais les studios n'ont pas du tout adhéré au projet. Cameron propose alors un nouveau script pour le film. Bon, il était presque copié-collé à l'ancienne version, mais il y a eu quelques petits changements. Mais bien évidemment, on reviendra là-dessus. À l'annonce du projet, bon nombre de rumeurs circulent sur le casting du film, et notamment sur l'arrivée d'Arnold Schwarzenegger dans le rôle de Dr. Otto Octavius dans le film Spider-Man, mais qui sera sans suite par la suite. Enfin bref, vous m'avez compris. Quelques années plus tard, Schwarzenegger avoue qu'il a bel et bien été approché pour le rôle de Dr. Octopus. Et c'est seulement quelques mois plus tard que Cameron propose au studio un script de 47 pages, une storyboard. Et d'ailleurs, celui-ci deviendra une relique légendaire à Hollywood, au même titre que par exemple les Rushs de Don Quichotte, film qui ne verra jamais le jour. Et concentrons-nous sur l'histoire de Spider-Man. Donc, on retrouve Peter Parker qui gagne ses pouvoirs suite à une sortie scolaire afin d'étudier les mouches. Seulement, une d'entre elles se retrouve piégée dans une toile d'araignée. Celle-ci la mange et se retrouve radioactive. Et vous connaissez la suite, celle-ci termine par mordre Peter Parker et ainsi devient Spider-Man. Ciao, bonsoir, bonne journée, au revoir. Donc l'histoire introduit également deux méchants, celui de Sandman et bien sûr celui d'Electro.
Et d'ailleurs, détail intéressant, puisque Cameron s'est amusé à changer l'identité des deux méchants dans son film. Electro, Max Dillon, dans les comics, devient Carlton Stan, un richissime mégalomane et capitaliste corrompu dans les années 80. Quant à Sandman, connu sous le nom de Flint Marko, répond désormais au nom de Boyd, un homme impliqué dans un accident subatomique dans un laboratoire de Philadelphie. Et donc imagine un affrontement au-dessus des tours du World Trade Center. À la suite de ça, il y a révélation sur l'identité de Spider-Man auprès de Mary Jane. Et enfin, pour couronner le tout, James Cameron s'était laissé imaginer une petite scène de entre les deux tourtereaux au sommet du Brooklyn Bridge. Bon, malgré quelques changements, effectivement, hein, c'est des bons changements, le script de Cameron conserve bon nombre d'éléments de l'ancien script. On y retrouve ainsi l'étoile organique, un bad guy qui essaye de rallier Spidey à sa cause afin de créer une race suprême de mutants. On y retrouve des scènes de tempêtes chaotiques, des araignées expérimentales. On y retrouve également la scène de morsure causant à Peter Parker un cauchemar évoquant la métamorphose de Franz Kafka. Il y a également une pluie de dollars tombant sur les New-Yorkais médusés ainsi qu'un assaut criminel sur le New York Stock Exchange de Wall Street. Et d'ailleurs, pour la petite info, cette histoire a bel et bien été validée par Stan Lee lui-même. Mais tout bon film ne peut pas être tout bon film sans un très bon casting. Et pour ça, côté casting, des rumeurs à l'époque s'accordent pour faire d'Edward Furlong un Peter Parker idéal, qui connaît à ce moment-là un grand succès dans le rôle de John Connor dans Terminator 2. Dans le rôle de Harry Osborn, on aurait pu voir Leonardo DiCaprio, et qui sera plus tard redirigé sur le rôle de Spider-Man. Et malheureusement, je n'ai pas réussi à trouver de nom pour le rôle d'Electro et de Sandman, donc si jamais vous avez eu vent de cette histoire et que vous avez des infos par rapport à ça, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, et comme ça, moi je le saurai, et les autres le sauront également. Donc je vous parlais tout à l'heure d'Arnold Schwarzenegger, et bien celui-ci aurait dû faire une apparition dans le film en tant que Dr Otto Octavius, et qui était destiné à le préparer pour toutes les suites futures de la franchise. James Cameron imaginait un Spider-Man beaucoup plus adulte, avec notamment des répliques pas très douces, avec des bons gros mots comme on les aime à l'époque. Mais ce qui sera par la suite totalement supprimé pour arriver à un spectacle beaucoup plus familial. Cameron voyait sa version de Spider-Man comme moralement ambigu et même capable de violence sadique. Le père de Mary Jane était vu comme un ivrogne et abusif. En plus de ce chemin bien sombre, Cameron voulait aussi se concentrer davantage sur l'adolescence de Peter Parker. Malmené par Flash, amoureux de Mary Jane, Peter vivait une transformation plus lente et étrange. Hanté par des rêves fiévreux, témoin des métamorphoses progressives de son corps, il se réveille dans des endroits absurdes, notamment accroché la tête à l'envers à un poteau. Conscient de sa nature mi-fantastique, mi-monstrueuse, il décide de se transformer en attraction sous l'identité de Spider-Man pour gagner de l'argent dans les rues et à la télévision. Mais il décide également de mentir sur ses toiles organiques en faisant croire qu'elles avaient été créées par des lance-toiles. D'un côté, l'adolescent parvenait à créer un alter ego hyper populaire, fort et admiré, et de l'autre, il avait peur d'être perçu comme une bête de foire. Sa romance avec Mary Jane, créée grâce à un travail à l'école sur les araignées, était bien évidemment centrale, avec quelques petites touches beaucoup plus matures. Peter utilisait ses pouvoirs d'araignée pour les pieds, tout simplement, pour regarder à la fenêtre ce qu'elle faisait le soir. Comme tout bon ado de son âge, on va tous épier les voisines, hein, bien entendu. Hein. Ah, c'est d'époque. C'est d'époque. Et bien sûr, il finissait par sortir avec elle et à coucher avec elle au sommet du pont de Brooklyn. Durant cette scène, on voit Peter Parker attacher Mary Jane avec ses toiles pour être sûr qu'elle ne bouge pas. Et Cameron explique cette scène en disant que c'était pour vraiment montrer les pulsions d'homme araignée plutôt évidentes. Mon Dieu, j'espère que la vidéo va passer. Hein. Bon ben voilà, on est déjà à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. En tout cas, si toi tu as d'autres éléments sur le film, fais-toi plaisir en commentaire. Et d'ailleurs, si c'est pas encore fait, n'hésite pas à liker la vidéo,
à t'abonner si c'est pas encore fait bien évidemment et à activer la petite cloche pour rester informé de la prochaine vidéo qui sortira. Et n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur ma chaîne Twitch. Si vous allez sur ma chaîne, vous trouverez le programme, les différents réseaux sociaux. En ce moment, je suis à fond sur Hogwarts Legacy, donc vous pouvez venir me voir dans le chat, n'hésitez pas. Et de temps en temps, bien sûr, je fais des soirées dessin, donc pareil, si vous voulez venir dessiner avec moi, ça sera avec un grand plaisir. N'hésitez pas. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et bien sûr sur la chaîne Twitch pour un potentiel live. Moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, c'était Pandart, ciao.